Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, ce sera du 28 au 31 mars, la 3e édition du festival Cerveau-Odyssée. 4 jours d'ateliers, de conférences, de projections, mais aussi de concerts. Et oui, le thème cette année, c'est cerveau et musique. Et on va en parler avec Émilie de Crombec. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est ce dossier dans le journal L'Écho sur la Cour des comptes. Quel est son rôle? On révise le programme de sciences économiques et sociales. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, et ce livre érudit et amusant du linguiste Bernard Cerchilini. La langue anglaise n'existe pas, vous saurez tout. Rendez-vous enfin avec Candy Sanzel, zoom sur un effet popularisé par la comédie musicale My Fair Lady, l'effet Pygmalion. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Deux époques, deux ambiances. Année 1990-2000, les neurosciences font des progrès spectaculaires dans la compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau, notamment quand on apprend indifférence, voire hostilité de l'éducation nationale. Année 2010-2020, petit à petit, les recherches se diffusent, à tel point que le ministère de l'Éducation nationale, sous Jean-Michel Blanquer, donne l'impression de vouloir confier les clés pédagogiques de l'école aux sciences cognitives. Entre ces deux extrêmes, des chercheurs, des enseignants qui cherchent un juste milieu, comme Émilie de Crombec, présidente de l'association Neurosciences Marraine, porteuse de ce formidable festival Cerveau-Odyssée. Bonjour Émilie. Bonjour Emmanuel. Vous êtes professeure de lettres modernes au collège Hay de Marennes. Comment en êtes-vous venu, vous, prof de lettres, à vous intéresser aux sciences cognitives ? Alors la première fois, c'est parce que quand je suis tombée enceinte, je me suis posé des questions sur le bébé que je portais et comment il fonctionnait. Puis petit à petit, après mes congés, je me suis intéressée au cerveau de mes élèves, donc des adolescents qui ont une particularité vraiment à l'adolescence dans le fonctionnement de leur cerveau. Et je me suis dit, tout ce que j'ai lu, pourquoi ne pas continuer de me former, de lire, d'apprendre, pour mieux comprendre mes élèves et les aider à mieux apprendre. Me former, lire, apprendre, ça signifie que vous l'avez fait vous. Vous n'avez pas reçu de formation particulière. Dans un premier temps, non. Et puis un DU en neuroéducation a été ouvert. Universitaire. Un diplôme universitaire a été ouvert par le LAPSIDE, Laboratoire de psychologie et développement de l'enfant. Dirigé par Grégoire Bors, qu'on a déjà accueilli ici et qui est un pilier de Cerveau-Odyssée. Et voilà, je me suis formée, j'ai continué mes formations par ailleurs. Vous êtes membre de l'association Apprendre et Former avec les sciences cognitives qui essaie de diffuser ce qu'on appelle les coniclasses, donc CONI-C-O-G-N-I. Oui. C'est quoi une coniclasse ? C'est une classe où on va expliquer aux élèves le fonctionnement de leur cerveau, mais aussi où on va choisir des pistes pédagogiques en lien avec l'attention, la mémorisation, l'engagement actif, pour que les élèves apprennent mieux. Exemple, par exemple, sur la mémorisation. Ouais. Les élèves tombent souvent dans l'illusion de la mémorisation. C'est-à-dire que pour apprendre un cours, ils vont relire leurs leçons. Et on sait que ce n'est pas ce qui est le plus efficace pour l'élève. Donc, il va passer du temps à relire sa leçon et les résultats vont pas être là. Ça rentre pas, il ne comprend pas. Voilà, il va croire qu'il sait parce qu'il aura passé du temps, mais malheureusement, il n'aura pas les résultats attendus. Donc, on va mettre en place des outils de mémorisation, notamment ce qu'on appelle la fiche mémo. Donc, c'est le cours sous forme de questions-réponses. Et l'élève lit la question, il doit lui-même trouver la réponse plutôt que de seulement la lire. Et ça va l'aider à en créer. Et il y a plein d'autres techniques finalement. Oui. Donc vous initiez, c'est quoi? C'est finalement une méthodologie que vous leur fournissez? Oui, c'est un apport en plus par rapport à l'enseignement classique. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer pourquoi on utilise ces outils-là. On va leur expliquer comment fonctionne la recherche et pourquoi on a eu tel résultat dans telle expérimentation et pourquoi ça sera plus efficace pour eux. Et vous, en tant qu'enseignante, les résultats, vous les voyez dans vos classes? Oui, dans l'engagement des élèves, ça c'est évident. Et puis les séances où on leur apprend le fonctionnement de leur cerveau sont très attentifs. On leur parle d'eux, de leur fonctionnement. Et puis en tant qu'enseignant, savoir comment fonctionne un adolescent, c'est très précieux. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que ça implique pour les enseignants qui voudraient se lancer? La formation est longue pour se familiariser avec ces outils? Alors il y a des formations en ligne, même sur les magistères proposés par l'Éducation nationale. Ça demande un investissement, mais il y a un retour sur investissement très important. Qui est absolument incroyable. Oui. Les enseignants, ils n'aiment pas toujours qu'on leur suggère des façons d'enseigner. Les neurosciences, d'ailleurs, en ont été victimes dès lors qu'elles sont devenues une politique officielle du ministère. Il y a eu des réactions assez dures en disant quelle réaction vous rencontrez-vous sur le terrain quand vous allez plaider la cause des coniclasses? Alors, ça dépend. Souvent, les collègues sont volontaires pour aller dans ces formations. Donc, alors, je parle des autres. Alors, les autres, oui. En fait, il faut vraiment que l'approche soit de l'ordre de l'éclairage. Ça vient éclairer notre pratique pédagogique. Et puis, souvent, les enseignants n'ont pas eu cette culture scientifique de la démarche. Qu'est-ce qui prouve qu'un geste pédagogique est plus efficace qu'un autre? Donc, c'est vraiment se dire, voilà, j'ai mis quelque chose en place dans ma classe. Qu'est-ce qui prouve que c'est plus efficace que si je faisais une autre pratique? On est dans l'idée d'un art. Oui, un petit peu ça. De la pédagogie. Oui. Et c'est aussi une science. Et les élèves, comment ils acceptent ça finalement, d'avoir un cours qui ne ressemble pas tout à fait au cours qu'ils ont... Ils l'acceptent bien, parce qu'on va cibler les essentiels, par exemple, avec eux. On va faire un cours très large en ouvrant plein d'horizons et en même temps leur dire ça, c'est vraiment les essentiels, il faut vraiment insister là-dessus pour la suite. Comment ils gèrent, ces élèves, la coexistence entre des classes classiques
et des coniclasses? Alors maintenant, c'est vrai que ça s'est diffusé dans beaucoup de classes, donc je crois qu'ils ne font Dans plus votre collège, il vraiment... n'y a plus que des coniclasses? Non, pas forcément, Non. mais les élèves après sont outillés, même s'ils ne ça. sont pas dans une coniclasse, ils ont Ils appris utilisent ces à outils-là. mémoriser, à être attentifs, voilà. 55 séances pédagogiques clés en main pour apprendre à apprendre avec vidéo à l'appui. Ça, c'est un livre et donc des vidéos que vous avez publiées chez Nathan dans la collection du Labo à la classe, co-signé avec Grégoire Borst et Jérôme Hubert. Émilie, on vous retrouve juste après l'Anti-Sèche pour parler de Cerveau-Dissé. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. L'Écho, l'excellent hebdo économique des 15-20 ans, revient sur le rapport annuel rendu par la Cour des comptes le 12 mars dernier. Et on révise donc le programme de sciences économiques et sociales avec vous dans cette Anti-Sèche. Et oui, dans ce rapport, la Cour des comptes juge la situation des finances publiques préoccupante, estime trop optimiste la prévision de croissance annoncée et le Qui a déjà été corrigé d'ailleurs depuis le rapport. et le plan de réduction des déficits publics peu ambitieux. C'est super. C'est super. Hein, il faut donc s'attendre à d'autres coupes budgétaires à l'avenir. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, je vous le rappelle, a déjà annoncé début février 10 milliards d'économies. A priori, pour la Cour des comptes, ça ne suffira pas. Voilà pour l'actu. Maintenant, les fonctions de cette Cour des comptes, son rôle, c'est de contrôler les organismes qui reçoivent de l'argent public, tous les organismes. Exactement. Ces missions sont décrites dans la Constitution de 1958, que je vais citer ici de manière très solennelle. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation des politiques publiques. Par ces rapports publics, c'est important, elle contribue à l'information des citoyens. Oui, parce que ces rapports sont consultables en ligne. Pour info, le dernier en date se compose de 725 pages réparties en 2 volumes. Vous avez appris par cœur. Évidemment, j'ai appris grâce à vos méthodes. Je l'ai appris par cœur. Je ne vais pas vous expliquer, je vais perdre du temps, mais j'ai tout compris. Donc. On le lit d'abord. Je vous laisse le lire. Plus ancienne, la Cour des comptes des institutions de l'État? Oui, elle a été créée sous sa forme actuelle le 16 septembre 1807 et depuis 1912, elle est installée au palais Cambon à Paris qui a été spécifiquement construit pour elle. Président de la Cour des comptes. Président de la Cour des comptes, attention à vos buzzers. Présidente d'ailleurs. Oui, ou une présidente parce qu'elle est... Qui est désignée par désigné par décret du président de la République parmi ses pairs magistrats à la Cour. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est qui? C'est Pierre Moscovici. Mais oui, tout à fait, depuis juin 2020, qui fut, rappelons-le, député du groupe socialiste, ministre chargé des Affaires européennes de Lionel Jospin, puis ministre de l'économie et des finances de Jean-Marc Ayrault, et commissaire européen aux affaires économiques et monétaires. Alors pour être très exact, il est premier président de la Cour des comptes. Il y a d'autres présidents. Il y a d'autres présidents, ils sont 7, mais au total, l'effectif de la Cour des comptes, c'est magistrats et agents confondus, c'est à peu près 770 personnes. La Cour des comptes contrôle, mais qui contrôle la Cour des comptes? Ben oui. Hein, d'abord? Eh ben oui, d'abord. par un CBCM. Alors j'adore les acronymes. Dites-moi donc. Un contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère chargé du budget qui vient d'un cabinet d'experts comptables désigné par le CSOEC. Oui, c'est Gragoutan. Hein. Le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et par des instituts supérieurs de contrôle étrangère. Bon. Et il arrive que les conclusions de tout ce monde ne plaisent pas à tout le monde, notamment les conclusions des rapports de la Cour des comptes. Non. Bon, dernièrement, ils ont remis un rapport sur les stations de montagne. Et dans ce rapport, le modèle économique du ski français est décrit comme étant à bout de souffle. Et les politiques d'adaptation face au changement climatique restent, je cite, en deçà des enjeux. Ça n'a pas du tout plu. Ainsi, le 14 mars dernier, le syndicat des remontées mécaniques, domaine skiable de France, a envoyé un courrier de 18 pages demandant officiellement une rectification de ce rapport en pointant, je cite, les inexactitudes et des appréciations discordantes. Voilà, je crois que les agriculteurs aussi en avaient après la Cour des comptes. Oui, on a eu parce qu'il y a eu un rapport l'année dernière et la Cour des comptes préconisait une aide à la cessation et à la baisse du cheptel bovin et là aussi colère des agriculteurs. C'est un petit peu énervé. Allez, on peut se les lire, ces modèles. C'est bien d'avoir des rapports publics comme ça. Merci pour cette présentation de la Cour des comptes. Pour en savoir plus, on lit l'Écho. Le mensuel de chez Playback. On se retrouve pour la récré? Avec plaisir. On va rigoler? Oui. Super. Grand oral. J'avoue qu'on est spécialement heureux ici que le thème de cette 3e édition de Cerveau-Dissé soit la musique. Cerveau-Dissé, formidable festival dédié aux arts et aux neurosciences. C'est du 28 au 31 mars. Je vous montre le flyer parce qu'il est super sympa. Du 28 au 31 mars, c'est à Marennes, Hyères-Brouage. Émilie, pourquoi ce thème cerveau et musique? Alors la spécificité du festival, c'est de mêler les arts et les neurosciences pour les rendre moins bruts pour le grand public. On est à Marennes, on est à 2 heures de Bordeaux, 2 heures de Poitiers, 1 heure de La Rochelle, donc loin de tout centre scientifique. Et l'idée, c'était de faire venir les neurosciences à Marennes, petite ville de 6000 habitants,
avec des spécialistes nationaux, je pense à Grégoire Borst, Emmanuel Bigan, là sur cerveau et musique, pour venir parler au grand public de ce qui se passe dans leur cerveau quand ils produisent de la musique, mais également quand ils l'écoutent. Et il se passe des trucs sympas. Et il se passe beaucoup de choses. Je reviens sur le documentaire de Jacques Mitch qui s'appelle Les super pouvoirs de la musique, qui est disponible sur Arte, où il parle vraiment de l'impact de la musique du fœtus jusqu'au plus grand âge. Émilie, un des objectifs du festival, c'est aussi de s'adresser à l'ensemble de la population. Alors nous, on en parle ici parce que vous êtes enseignante, qu'il y a ces coniclasses, mais au fond, vous voudriez idéalement toucher tout le monde. Oui, en fait, on a une journée professionnelle, bien évidemment pour les enseignants dans le cadre du festival, mais on a des ateliers où les élèves de l'école de musique du bassin de Marennes vont venir parler avec leurs enseignants de ce qu'ils ont appris en suivant ces cours régulièrement, mais aussi on va jusqu'à l'EHPAD de Marennes où des ateliers sont proposés, des ateliers artistiques en musique, et ils ont déjà eu lieu en amont du festival, et c'était très touchant de voir des personnes qui ne se rappelaient même plus de leur prénom parce que neurodégénérescence oblige pour certains, qui pourtant quand ils entendaient une chanson, étaient capables de la reprendre, étaient tout à fait capables de la reprendre et de danser quelque part. Extraordinaire. Vous donnez aussi, alors je dis aux gens, c'est-à-dire au grand public, des outils assez concrets, par exemple sur le stress. Oui, on avait eu une conférence d'Arnaud Caquia sur le stress en lien avec l'école. Donc l'idée, c'est que les chercheurs s'adaptent aux festivaliers qui ne sont pas des spécialistes du tout et viennent rencontrer les festivaliers sur le terrain pour parler de leurs travaux de recherche qui sont très pointus, avec des mots simples. L'idée, c'est de continuer de cultiver cette envie d'apprendre à tout âge. Avec une notion essentielle derrière tout ça, et ça fait partie de notions qui ont été, alors je dis récemment, c'est sur 20 ou 30 ans, mais bref, mais qui se sont imposées aujourd'hui, comme cette notion de plasticité. Oui. La notion de plasticité cérébrale. C'est important d'en avoir conscience parce qu'effectivement... Donc ça veut dire concrètement qu'on refait des connexions en permanence. Pas comme moi, quoi. Et c'est important parce qu'on peut se mettre à la musique à 20, 30, 40 ans, 50 ans, on est toujours capable d'apprendre et c'est ça qui est beau. Il y a des nouvelles connexions qui se mettront en place. L'idée aussi qu'il nous joue des tours, le cerveau, parce qu'il automatise des process, oui. Et ça c'est chouette, mais en même temps ça crée des biais. Oui, tout à fait. Alors, des biais cognitifs, mais on développe notamment, grâce aux travaux du Lapsidé, sur le système 3, l'inhibition, l'importance d'inhiber des automatismes pour réussir à accomplir certaines tâches. On rappelle système 1, système 2 on en avait parlé avec Olivier Houdet ici même. Système 1, une révision. L'automatisme dont on a besoin. Le réflexe. Le réflexe, avec je mets un S, d'accord, les peignes. Oui, mais de temps en temps, je les peigne, ça ne marche pas parce qu'ici, ce n'est pas un nom et un verbe. Donc, il faut expliquer aux élèves que de temps en temps, il faut détricoter l'automatisme pour ne pas tomber dans le piège. Et donc ça c'est système 1, système 2 et système 3. Celui qui permet d'inhiber, de basculer dans le système 2. Et de mieux comprendre. Les élèves, vous avez l'impression que ça, parce que c'est très drôle les biais cognitifs, quand ils commencent à découvrir ça, alors, ça change leur vie. Oui, et puis on peut parler avec eux des infox, des fake news, parce qu'en fait, la fake news, elle joue sur notre système 1, on a envie d'y croire parce que l'information est sensationnelle, et non, on leur dit, il faut stopper et aller regarder la source et tout ce qu'ils vont apprendre dans l'éducation aux médias et l'information en cours. Voilà, donc de vrais usages aussi bien en cours que dans la vie quotidienne. Cerveau et musique, le thème de la 3e édition de ce festival, le Cervodyssée, qui a lieu du 28 au 31 mars à Marennes, Hiersbrouage, et on retrouve Émilie de Crombec après la récré. Cécile Fournier. Cécile, oui. Apparemment, l'anglais, c'est du français qui s'ignore. En tout cas, c'est ce qu'un livre que vous nous présentez dans cette récré tente de démontrer. Mais oui. Je le présente moi. Allez, je le présente. Il s'appelle La langue anglaise n'existe pas et en sous-titre, c'est du français mal prononcé. Il est signé du linguiste que vous connaissez bien, Bernard Sacchiglini. Il est disponible chez Folio depuis le 7 mars. Le titre du livre est en réalité une citation tirée du roman d'Alexandre Dumas, Le Vicomte de Bragelonne, une phrase prononcée par D'Artagnan. L'anglais actuel comporte plus de 80 000 termes d'origine française. 80 000. Oui, c'est du français. So I speak English. Et 40% des 15 000 mots dans l'œuvre de Shakespeare sont d'origine française. Waouh. C'est pas moi qui ai compté, j'ai laissé ça faire aux professionnels. C'est un titre que j'ai évidemment trouvé dans ce livre aussi instructif qu'amusant, je dois le dire. Je me suis beaucoup amusée. Un livre qui recense les mots made in France. Ouais, par exemple fashion. Fashion, la mode. La mode, ça vient du français, ici du latin. Factionem, qui veut dire manière de faire. D'accord. Ou alors, comme nous sommes sur la chaîne de l'éducation, study. C'est les études en anglais, ça vient de étudier, forme médiévale, issue du pluriel studia, du latin studium. Je vais arrêter de vous... Les Anglais ont repris étudier la forme médiévale en abrégeant et nous, on a repris étudier mais en études. D'accord, c'est plus du latin que du français, ça. Hein.
On trichouille un peu. Allez. Oh non, on ne triche pas. Foreign. Qui veut dire étranger. Ouais. Nous aussi, on utilisait le mot foranus, issu de foris, qui veut dire dehors, et en français, forain voulait dire à l'origine les étrangers, les marchands venus d'ailleurs. Donc, tout ça se tient. Il y a des mots J'aime bien. qu'on croit avoir volés aux Anglais, qu'on prononce d'ailleurs souvent avec l'accent anglais, mais en fait ils sont français. Et oui, retour à l'embrayage. Retour à l'embrayage. Challenge, coach, gadget, karting, mail, shopping, spleen, vintage et même scroller, c'est du français. Non. J'adore. Scroller. C'est dingue, hein? Alors le verbe scroller, ça vient de scroll, vient d'escroc, qui veut dire rouleau. Et je vais essayer de simplifier parce que l'explication est un peu plus longue que ce que je vais vous faire. Nous aussi en vieux français, on avait un escroc qu'on trouve sur un écrou, et on fait scroller, c'est lever l'écrou. Ouais. Ok. Shopping. Ça vient du mot shop en anglais. Oui, d'accord. Shop, ça veut dire de échoppe. Vous saviez pas? Non. J'adore. Extraordinaire. Donc les Anglais, ils parlent français. Tennis. Alors tennis, c'est le truc le plus connu, non? Enfin moi, les Bah Français non. nous inscrivions au jeu de paume, Ouais. l'ancêtre du tennis. Oui, mais les Français peuvent exceller dans des sports. Ouais, bah oui, quand même. Même au On ping-pong. va pas se Et parler avant d'envoyer la balle, le joueur lançait un tennis, dérivé de tennis. Tenez. Tenez. Vous me voyez venir? Tenez. Ah, Ça veut tennis. dire tennis pour baptiser sport venu d'Angleterre. Tennis, tennis. Bon, j'ai envie de dire que nous sommes tous un peu bilingues sans le savoir, en fait. Ouais, bah maintenant je sais. Donc, si on vous reproche de parler franglais quand vous direz « je vais chercher mon coat dans le closet », vous direz que vous parlez l'ancien français, c'est voilà. tout. Voilà. Donc, on reproche... On a un bien meilleur niveau en anglais que ce qu'on croit. Exactement. La langue anglaise n'existe pas, Voilà. c'est du français mal prononcé. Bernard Circhilini, ancien délégué général langue française, il passe du côté de chez Marraine. Oui, c'est un habitué d'un autre festival Mais que oui. nous avons à Marennes, Franco Fiesta, un festival sur les cultures francophones. Et Bernard Circhilini est un habitué. On est infidèle. Bon, bah voilà, c'était pas fait exprès, mais. Non, c'était pas fait exprès, mais... Qu'est-ce que c'est bien organisé. Mais cette émission. Merci beaucoup Cécile pour cette petite leçon de français et donc d'anglais. Le bouquin c'est chez Folio. On retourne à Marennes, grand oral. Des ateliers artistiques pour les EHPAD, des projections de films, une expo musique et cinéma, des causeries, des débats, des chœurs éphémères, des concerts. Allez, vous allez sur le site internet du festival Cerveau-Dissé pour découvrir la richesse de la programmation de la 3e édition de cet événement. Il est porté par l'association Neurosciences Marennes, dont Émilie de Crombec est la présidente. Revenons en classe, si vous voulez bien, Émilie. Quand on s'inspire des sciences cognitives, on peut avoir envie de changer plein de choses quand même. La topographie de la classe, le fait de travailler en équipe. Très concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'exercer? Dans l'approche de l'élève, déjà. C'est-à-dire de le prendre en entier et pas juste comme un vase qu'on remplirait. Bien évidemment, l'éducation a fait son chemin par rapport à ça. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi tester avec eux des choses et recueillir leur avis. On dit, voilà, on va tester quelque chose. Alors, on fait une mesure avec un pré-test, un post-test quand c'est encadré par une recherche, notamment les recherches collaboratives qui ont lieu en classe et mené par l'enseignant. Ça, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs ce qui a permis de rédiger l'ouvrage « Enseigner aux élèves comment apprendre ». On a d'abord mesuré les choses, vu que c'était efficace, et après on en a fait un ouvrage à destination des enseignants. L'idée, c'est de ne pas tenter pour tenter, mais de mesurer ce qu'on tente avant d'essaimer et de déployer davantage. Collection qui s'appelle du labo à la classe. Donc, en fait, vous avez fait de la classe du labo. C'est un petit peu ça, des allers-retours de la classe au labo. et la classe. Ça change aussi le rapport à l'erreur. C'est plus une faute, avec d'ailleurs toute la charge morale du mot. Ça devient l'erreur une étape d'un processus d'acquisition des savoirs. C'est moins grave d'une certaine manière. Oui, et puis l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage. Prenez, quand on apprend à faire du vélo, quand on n'y arrive pas du premier coup, on va tomber à droite, on se dit oh, la prochaine fois, je vais rééquilibrer. L'erreur qui a été faite à ce moment-là, ça sert à apprendre pour la prochaine fois. Mais ce qui est quand même pas courant totalement à l'éducation nationale, ça fait son chemin, ça fait son chemin. Allez, je reconnais bien là votre légendaire optimisme. Sur quoi on agit le plus? La mémoire, la compréhension, tout à la fois? Pas mal de choses aussi sur l'attention, expliquer aux élèves comment fonctionnent les distracteurs internes qu'on ne voit pas nous en tant qu'enseignants. Quand l'élève a faim ou il est perturbé par quelque chose, lui dire voilà, il y a des distracteurs internes qui t'appartiennent. Il faut savoir y résister là aussi. Des distracteurs externes, et là on peut nous jouer là-dessus quand il se met à neiger par exemple en classe. On va regarder par la fenêtre. Tout le monde regarde par la fenêtre, ou parce qu'on a un système d'alerte aussi, donc on va avoir envie de regarder parce qu'il y a un bruit, etc. Expliquer tout ça aux élèves et leur dire qu'à la maison, les distracteurs externes, les écrans notamment, c'est à un moment donné, il faut se dire, là, si je veux être concentré, je mets en mode avion et j'avance sur mon travail. Et j'oublie l'écran un petit peu. Développement des compétences psychosociales aussi. Oui, bien sûr, sur notamment reconnaître une émotion, exprimer son émotion, travailler avec les autres, c'est plein de sujets très actuels dans l'éducation. Les sciences cognitives sont des sciences dont on prend les résultats avec
précaution quand même. Il n'y a pas de loi intangible. D'ailleurs, sans doute une raison pour laquelle vous vous êtes beaucoup appuyé sur des expériences avant de faire un bouquin en disant bah, tiens, ça marche plutôt bien. Oui. Mais il n'y a pas de. Non, mais c'est vraiment l'idée. On ne peut pas en faire un dogme. Non, il faut expérimenter et en expérimentant, les enseignants, avant même d'avoir les résultats de recherche, vont pouvoir constater les choses et c'est ce qui, je crois, permet de les convaincre le plus. C'est comme ça que vous pensez pouvoir engager plus d'enseignants à se faire laborantin en classe? Parce que c'est un des secrets de la fameuse méthode de Singapour. C'est que dans chaque établissement, il y a un travail qui est fait entre enseignantes et enseignants, en disant bah, tiens, moi j'ai rencontré tel type de difficulté, moi je l'ai résolu comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'échanges. Vous-même, vous avez reçu un prix, je crois en 2022, le prix Chercheurs en Actes. Oui, tout à fait. C'est un prix décerné par le CESEN, Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est là pour récompenser des chercheurs en actes, donc des enseignants qui essaient de tester telle ou telle méthode en classe et donc de regarder les résultats tout en étant éclairé par la recherche en s'appuyant sur des travaux de chercheurs. Dans les messages importants que vous pouvez passer à vos collègues, vous êtes professeur, je l'ai déjà dit, mais je le répète, de lettres modernes, donc pas scientifique de formation. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau stratosphérique en bio ou, non, pas du tout, parce pour aborder en fait, les sciences cognitives. C'est presque, ça, bien sûr, c'est intéressant d'expliquer aux élèves comment ça marche, les neurones, etc. Mais ce n'est pas le but ultime. C'est vraiment les lois fondamentales de la mémorisation. Elles sont valables pour tous et c'est ça qu'il faut pouvoir déployer en classe. Est-ce que vous, ça a changé votre rapport aussi à votre discipline, aux lettres? J'imagine que vous aviez choisi ce métier par amour de la littérature. Oui, parce qu'il y a l'idée de donner envie d'aller faire vivre des textes, d'inclure les élèves dans des projets beaucoup plus pour qu'il y ait un engagement actif. Pourquoi écrire? On peut écrire des histoires, mais là, cette année, on a mis en place, dans le cadre d'un festival qui s'appelle FestiPrev, un festival de films de prévention. Oui, c'est vrai. Où les élèves vont réaliser un court-métrage de prévention, en l'occurrence. Mais l'idée, c'est, voilà, on peut écrire de façon collective, toute une classe qui écrit une histoire, comment ça marche, on peut débattre des idées des uns des autres et on travaille plein de compétences à ce moment-là. Cerves Odyssée, 3e édition de ce festival consacré aux arts et aux neurosciences. C'est à Marennes-Hyères-Brouage. Le programme tient dans ce petit leaflet, mais en fait, il est assez impressionnant quand même. Regardez sur le site internet. Vous restez avec nous, on va passer à la rubrique Conseil de famille avec Candice Anzel. On va parler un petit peu peut-être de cerveau, on verra. Cécile, merci beaucoup. Conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous avec vous, avec l'élection de parentalité. On va parler des croyances des autres à notre égard, de la façon qu'ils ont de nous voir, des espoirs qu'ils placent en nous, notamment les parents, et de la manière dont ça aide à bâtir ou pas la confiance en soi. C'est un effet qui est avéré chez les adultes. Il est d'autant plus prononcé chez les enfants en pleine construction. On appelle ça l'effet Pygmalion. Moi, je l'avais découvert, si je fais le lien avec Cerveau Odyssée, Cerveau et musique dans My Fair Lady, il y a le personnage du Pygmalion. Mais là, vous allez nous parler d'une autre expérience. Oui, il faut que je vous parle de cette expérience qui a eu lieu en fait à la fin des années 60. Donc, c'est l'histoire de Rosenthal et Jacobson, qui sont deux chercheurs et qui font passer des tests de QI dans une école primaire de San Francisco à tous les élèves. Ils falsifient ensuite les résultats. C'est du beau. Non, bah voilà, c'est pour l'expérience. Pour faire croire en fait que certains élèves qui sont pris totalement au hasard sont surdoués. Et ils s'arrangent évidemment pour que les enseignants en question découvrent les résultats. Ensuite, ils reviennent à la fin de l'année et il faut repasser le test de QI donc à tous les élèves. Et devinez quoi? Eh bien, le résultat de cette expérience est assez incroyable et démontre qu'une année après donc ce test, eh bien, les élèves soi-disant donc surdoués, mais qui ne l'étaient pas donc, comme ils ont été perçus comme tels par les enseignants, eh bien, ils ont amélioré de 5 à 25 points leur performance. Pourquoi? Eh bien, parce que la simple croyance de l'enseignant sur l'enfant perçu comme plus intelligent, eh ben, ça a modifié de façon significative le développement de celui-ci. En gros, en d'autres termes, ça veut dire que la croyance positive qui est émise par une figure d'autorité, elle influence le comportement de l'enfant dans les faits. Donc en fait, cette croyance, elle agit comme une prophétie autoréalisatrice. Si l'on croit que l'enfant est brillant, eh ben, en gros, il le devient. Oui, on a aussi, on parlait des biais tout à l'heure, les biais de négativité. Vous savez, le fait c'est l'inverse. Le cerveau, ce qui ne va pas chez l'élève, alors que ce qui va être important pour qu'il y ait un comportement adapté, ça va être de renforcer le comportement positif et donc de le souligner quand le comportement fonctionne, quand il est adapté. Le souligner à ce moment-là plutôt que de souligner les comportements qui ne sont pas. Je l'avais parlé de surligner en vert ce qui est bon, que de surligner toujours en rouge ce qui ne va pas. Donc ça marche dans la classe, Candice, mais alors à la maison? Ça marche aussi, puisque si le parent, par exemple,
croit fort en son enfant, qu'il voit le potentiel énorme chez lui, eh bien, il va développer en fait des attentes à son égard qui coïncident avec ce haut niveau perçu. Donc, il va inconsciemment ou consciemment d'ailleurs projeter cette image fantasmée sur lui à travers ses mots, ses comportements, ses actions. Et du coup, l'enfant va finalement interpréter le comportement de son parent, en déduire ses attentes et agir conformément à ces dernières en devenant justement performant, voire excellent dans le domaine où on l'attend justement au tournant. Donc, que ce soit à l'école, un loisir, peu importe. Le parent, il est du coup conforté lui aussi dans son idée initiale, sa croyance originelle est validée et donc, cercle vertueux, chacun va reproduire en fait finalement son comportement, que ce soit l'enfant ou le parent. D'accord. On raconte pas n'importe quoi non plus. Alors justement, on va faire attention à ne pas prêter non plus des talents aux enfants qui n'ont pas du tout, parce que ça va générer complètement l'effet inverse et l'enfant perdrait complètement confiance en lui. C'est ce qu'on appelle donc l'effet Pygmalion. Comment il agit sur la confiance en soi de l'enfant? Alors déjà, par le fait d'expérimenter l'effet d'excellence, en fait, ça va lui donner confiance en ses capacités, ça va le pousser à cumuler les réussites et les bonnes performances pour correspondre justement à l'image de ses parents et des enseignants qui se font de lui en théorie. Donc résultat, il va enchaîner les succès, ce qui va lui donner un maximum de confiance en lui, et comme il a déjà réussi à faire certaines choses par le passé et que il a été excellent, ou qu'en tout cas ça s'est bien passé, du coup il a plus peur de les refaire la fois d'après. Ensuite, le fait que les parents croient si fort en lui, ça va se traduire par des comportements qui consolident justement sa confiance en soi. Par exemple, le fait qu'ils vont forcément l'encourager, lui donner des discours de motivation inspirants, lui faire des compliments quant à ses progrès, ses compétences, ses accomplissements. Ces mots et ces paroles en fait valorisent et donnent de l'amour propre à l'enfant, et puis ils vont évidemment aussi déployer davantage de moyens, faire preuve de plus d'attention, d'implication, investir davantage même d'argent et de temps dans cette activité avec l'enfant, parce qu'ils pensent justement que ce domaine est bon et que cette activité, il y a un vrai potentiel qui est détecté. Tu termines avec une petite citation. Oui, une très jolie citation de Martin Luther King. « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Merci Candice, merci Avec beaucoup plaisir. aussi à Émilie de nous avoir accompagnés. Petit zoom, j'ai repéré des trucs dans la programmation qui ont l'air assez... tout a l'air formidable. Mais Acad au cœur, c'est quoi par exemple? Alors Acad de cœur, on parlait des adolescents, ce sont une cinquantaine d'adolescents talentueux de l'Académie de Poitiers. Donc c'est un chœur académique dirigé par Mathias Charton qui se produira vendredi donc à 20h30 au Cinéma de Marraine à l'Estran. Et en fait, c'est des jeunes qui ont investi le chant de manière... phénoménal, et souvent on a un regard sur l'adolescence qui n'est pas toujours positif. Mais alors venez à ce festival et venez assister écoutez à ce les concert. chanter. Vous repartirez. En plus, comme la musique nous fait des trucs sympas dans le cerveau, on en ressortira meilleur. Et alors il y a un concert, il y a un quatuor apparemment lorsque la musique fait swinguer les neurones. Oui, alors ça, c'est un chercheur, Emmanuel Bigand, qui est à la fois chercheur et musicien, qui vient avec un quatuor à cordes pour un spectacle. Quatuor très rock. Voilà, un opéra scientifico-rock en 3 temps, où il va venir expliquer, tout en faisant un récital musical, un récital scientifique sur les effets du cerveau pour la personne qui produit la musique, mais aussi pour la personne qui la reçoit. Voilà, et le programme est super riche. Arnaud Kakia, qu'on avait reçu dans l'émission et qui était venu justement parler de la précédente édition de Cerveau d'Odyssée, dans une conférence sur l'effet Mozart et autres mythes sur le cerveau. Donc là, c'est plutôt l'inverse. Il va déconstruire les mythes. Des connaissances, des fausses croyances qu'on peut avoir sur notre cerveau, comme les 10%, cerveau gauche, cerveau droit. Oui, voilà. L'effet Mozart. C'est pas vrai, le truc Vénus, machin, tout ça, vous oubliez, c'est pas vrai. Ça ne se vérifie pas. Cerveau et musique, ça c'est Grégoire Bors, qu'on avait reçu aussi, patron du Lapsidé, qui est ce laboratoire de psychologie que vous avez cité à plusieurs reprises. Tous ces chercheurs font partie de ces chercheurs qui vont à la rencontre du terrain, qui créent un vrai dialogue avec les enseignants et qui font avancer le monde de l'éducation et le monde de la recherche. Et une grande expo musique et cinéma avec en couverture La La Land. Oui. Et un tendre baiser. Non, qu'on ne voit pas, je pensais qu'on allait le voir. Entre eux, vous allez m'aider, Emily Stone et... J'ai adoré. Je chante ces chansons-là. Emma Stone. Ouais, et Ryan Gosling. Et voilà. Bien sûr. Je vérifie que ça marche là-haut. Ah oui, ça marche bien. Vous êtes formidable. Merci. Moi, je fais avec les chroniqueurs et les chroniqueuses comme avec les enfants. Voilà, l'art de la répétition. Parce que vous aussi, Émilie, c'était formidable. Merci beaucoup. L'équipe aussi. Et l'équipe aussi, tu es formidable. L'équipe au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec, qui est en régie et qui a préparé l'émission et qui est en régie avec Héloïse Merlin, qui est formidable. Et Romain Luc tout aussi, qui est à la réalisation. Héloïse, c'était au son. Vous restez sur School TV. Vous êtes formidable. Et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et les réseaux sociaux.